Bonjour tout le monde. Alors Bonjour à tous. normalement vous nous voyez, vous nous entendez. Donc n'hésitez pas sur le chat si jamais ouais, ah parfait. Eh ben bonsoir tout le monde. Ravie que vous soyez tous là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par une petite présentation de FLUPA parce que cet événement est organisé sous le cadre de FLUPA. Donc ça, c'est Manon qui va s'en charger. Et une fois qu'on aura fait ça, je ferai monter des gens sur scène. Oui, alors pour ceux qui connaissent pas Livestorm, on appelle ça faire monter des gens sur scène pour qu'ils puissent parler. Voilà. Donc ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me dire, comme ça, vous pouvez monter sur scène et nous faire votre retour d'expérience, nous raconter vos anecdotes sur l'UX et le 100% télétravail. Manon, Oui, à toi. allez, je vais partager mon écran. Ok. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Moi, c'est bon. Super. Bon, je présente rapidement l'association FLUPA. Donc, FLUPA, c'est quoi? FLUPA, c'est l'association francophone des professionnels de l'expérience utilisateur. Cette association, elle a deux buts. Le premier, c'est promouvoir la pratique de l'expérience utilisateur, aussi appelée UX. Normalement, vous savez à peu près ce que c'est si vous êtes arrivé jusque-là. Et également animer un réseau de professionnels. Donc, ce sont des acteurs du privé et du public, des chercheurs, des étudiants. Voilà, tous les gens qui s'intéressent de près ou de loin à l'expérience utilisateur. L'association, elle est composée de 19 antennes qui sont réparties dans 5 pays. Depuis le début de l'année, donc, on a fait déjà 18 événements en ligne Livestorm et on a 9000 membres sous Meetup. L'association FLUPA, en fait, elle organise des événements justement pour pouvoir discuter de l'UX, promouvoir l'UX à travers différents types d'événements, comme par exemple des apéros, des conférences, des projections, des ateliers, des événements physiques. Bon, vous doutez bien qu'en cette période un petit peu particulière, les apéros, va pas falloir compter dessus. Mais du coup, on s'est tourné sur des événements en ligne et ça fonctionne plutôt bien. Donc, d'où notre présence ce soir sur Livestorm. FLUPA, c'est aussi deux gros événements qui sont organisés tous les ans, en plus donc des petits événements comme ceux d'aujourd'hui. Le premier, c'est les UX Days, qui ont lieu généralement à Paris, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, et qui ont lieu sur 2 jours. Bon, cette année, l'événement sera en ligne, donc je vous conseille de vous inscrire. Généralement, c'est des ateliers et puis un jour d'atelier et un jour de conférence. Et l'idée, c'est vraiment voilà, de partager ces bonnes pratiques, de tester des méthodologies, de discuter et puis surtout de grandir dans l'UX. Le deuxième gros événement, c'est les UX Camp. C'est un événement qui a lieu sur 2 jours aussi, mais cette fois-ci, tous les ans, le lieu change. Donc, il y a eu Montpellier, il y a eu Nantes, voilà. Tous les ans, ça change. Et en fait, le programme de cet événement n'est jamais prévu à l'avance. C'est-à-dire qu'il y a une soirée inspirante le premier soir. Ensuite, il y a la présentation des sujets. Donc, chacun peut apporter son sujet, le présenter. Il y a un vote. Et ensuite, du coup, le programme est fait comme ça, avec les sujets qui ont été proposés. Et après, derrière, on déroule le programme sur des ateliers, des conférences et des débats. Donc, adhérer à FLUPA, ça sert à quoi? Ça sert tout d'abord à soutenir l'association dans la création de ces événements, donc comme l'événement de ce soir par exemple, mais aussi les UX Days, les UX Camp, etc. Ça permet également de voter et d'échanger sur l'orientation stratégique de l'association lors de l'AG, qui a lieu une fois par an. Et c'est le gros point fort, ça permet aussi de bénéficier de prévente, donc c'est l'accès anticipé à la billetterie, ainsi que d'un tarif préférentiel pour les UX Days. Pour information, la dernière fois que ces événements ont lieu en physique, les places pour les ateliers ont été écoulées en 12 minutes. Je le sais parce que je ne l'ai pas eu. Donc voilà, c'est vraiment hyper intéressant d'être adhérent pour ça. C'est pour pouvoir justement avoir sa place, notamment pour la journée des ateliers aux UX Days, parce que les places partent très très vite. Si vous voulez suivre l'actualité de FLUPA, pouvoir voilà, découvrir un petit peu les différents événements qu'on a pu faire et qu'on va pouvoir faire, vous avez tous les liens ici. Donc, on est présent sur LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter et Slack. Vous inquiétez pas, tous ces liens-là, on vous les redonne à la fin. Merci Voilà. Manon.
Du coup, on a préparé un Miro, donc je ne sais pas si vous connaissez Miro ou pas. Manon va nous partager l'écran et en fait, elle va remplir le Miro en fonction de ce que vous dites, de ce que vous nous partagez. Donc sur les avantages, les inconvénients, les astuces que vous pouvez donner par rapport à l'UX en télétravail et pourquoi pas justement le partage d'outils. Donc Miro, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez utilisé, mais moi je l'ai énormément utilisé dans l'UX à distance. Alors normalement, j'avais Lorraine, j'espère que je ne me trompe pas sur la prononciation du prénom, qui devait participer. Donc Lorraine, si tu veux bien, je vais te faire monter sur scène. Il faut juste que je te retrouve dans la liste. Là. Hop. Donc normalement, Lorraine, tu as une... Ouais. J'aime bien. Bonjour. Lorraine monte sur scène. Lorraine se prépare. Coucou. Est-ce que tu viens sur scène? Tu nous entends bien? Ouais, complètement. Eh bien, parfait. Du coup, Lorraine, eh ben, écoute, est-ce que tu es prête pour nous partager ton expérience de l'UX en télétravail? Allez, c'est parti. Alors du coup, juste pour présenter un petit peu, moi je suis l'UX Research de chez Life. Voilà, donc je travaille sur l'application LifePay. Et en fait, l'application LifePay, on travaille sur un sujet qui est un peu particulier, c'est-à-dire le paiement et notamment l'argent. Et j'en parle pour une raison bien précise, c'est que justement, à distance, travailler sur des sujets, en tout cas, je trouve un peu touchy, Sensible, ça ouais. nécessite en fait beaucoup plus de réassurance, beaucoup plus d'accompagnement. Et alors on va commencer peut-être par les inconvénients, comme ça on va finir sur la touche positive. Alors moi, il y a quelque chose qui me manque beaucoup dans les tests utilisateurs, en tout cas que je pouvais faire en présentiel, c'est le moment en fait de la rencontre, parce que il faut pas oublier qu'on est deux parfaits inconnus qui se rencontrent. Et moi, ce que j'aimais bien, c'est quand je les faisais venir dans les locaux, je leur proposais un café, un thé, une viennoiserie, quelque chose. Et du coup, c'était vraiment le moment où les personnes qui étaient un peu stressées, ils se détendaient un petit peu, on parlait d'autres choses, etc. Et puis, on allait petit à petit vers le sujet qui nous intéressait. Et je trouve que à distance, le problème, c'est qu'on se retrouve vraiment, quand Google s'ouvre ou Skype, on se retrouve nez à nez, vraiment face à face, les yeux dans les yeux avec les gens. Et du coup, j'ai remarqué qu'au début, j'avais vraiment du mal comment dire, à aller en douceur. J'avais pas ce moment de convivialité et j'ai À se fait remonter, l'erreur, ouais. je pense, c'est ça, d'aller trop vite en besogne, en fait, d'aller vite sur le sujet. Mm. Et donc voilà, donc après j'ai un peu remanié le truc. Je me suis dit bon bah je vais un peu leur faire des petites blagues qui sont souvent très mauvaises, histoire de détendre un peu le truc. Je leur propose de boire un café chez eux, mais voilà je faisais un peu avec les trucs du bord. Mais effectivement ce truc où on peut pas avoir le moment convivial du début qui permet Ouais. d'avoir une rentrée en matière plus smooth, en fait plus douce. C'est vrai que ça c'est un peu ça me manque un petit peu. Mm. Du coup, voilà, j'ai pas beaucoup d'inconvénients à part ça, et évidemment, et je pense qu'on va tous se retrouver un peu là-dessus, sur le fait que, évidemment, on voit que leur tête, on voit que leur visage, donc c'est très sympa parce qu'on voit des sourires, on voit d'autres choses, mais malheureusement, on ne voit pas tout ce qui est au niveau attitude, au niveau comportemental, et Ouais. je pense qu'on sait tous à peu près que c'est tellement important de voir comment elles réagissent. On voit peut-être, je sais pas ce que les gens ils utilisent, mais on voit les scrolls, on voit que les gens descendent, remontent. Donc on se dit ah bah peut-être qu'il y a quelque chose, mais on voit pas forcément comment ils réagissent avec le produit. Et ça pour moi c'est vraiment l'inconvénient principal des tests utilisateurs à distance. Parce que du coup, comment tu les faisais? C'était eux qui avaient l'écran et qui faisaient sur l'écran? Exactement. En fait j'avais un retour de leur téléphone. Donc du coup, Ok. je voyais en fait comment ils montaient, comment ils descendaient, mais je voyais pas leurs pouces, je voyais pas leurs mains. En fait, je voyais pas comment peut-être Ouais. un bouton qu'ils essayaient d'avoir en haut à droite et qu'ils n'arrivaient pas. Et donc ça, j'ai pas l'info en fait. Ouais, si Donc vous c'est un essayez de peu cliquer compliqué. quelque part, hein. Mm. C'est ça. Donc mais voilà, effectivement, je crois que c'est ce qu'on disait aussi dans la conversation sur LinkedIn, c'est que poser plus de questions, à aller plus loin dans les questions, à relancer beaucoup plus. Ouais. Voilà, je sais pas comment les autres font, mais moi j'ai eu du mal à trouver le bon curseur en fait entre aller plus loin parce que il faut compenser le fait qu'on n'a pas l'analyse du corps et des attitudes, et en même Mm. temps ne pas tomber dans la lourdeur, quoi, être lourde, à reposer des questions, etc.
Ouais. et trouver vraiment le bon curseur entre les deux, entre réussir à aller investiguer un peu plus une question et en même temps ne pas agacer l'utilisateur. C'est un truc voilà, qui, je pense que ça dépend de la personne. Et Ouais. c'est un curseur à trouver qui est assez compliqué en tout cas. Donc je teste. En fait, je crois que la seule réponse que j'ai trouvée, c'est un truc qu'on dit souvent, je pense, en UX, c'est que ça dépend. Ça dépend de la personnalité qu'on a en face. Et il y a des personnes qui vont complètement accepter le fait qu'on leur pose plusieurs fois la même question sous différentes formes pour vérifier. Et il y en a d'autres qui vont vite en fait se braquer. Donc c'est vrai que ça c'est un peu un inconvénient. Ouais, complètement. Ok. Ça. T'en avais d'autres? Sur le test U, pas forcément. Non, je pense que voilà, le fait qu'on n'a pas l'accès à ces données comportementales là, Ouais. c'est la seule chose que j'ai, et le fait d'avoir une entrée en matière un peu plus smooth qu'on n'a pas forcément à distance parce qu'on se retrouve en face à face comme ça d'un coup avec la personne. Donc ça nécessite quand même des petites icebreakers un peu comme on peut. Ouais. Ouais, clairement. Ok. Bon. Est-ce qu'il y avait des avantages? Ah, évidemment qu'il y a des avantages. Du coup, alors enfin, l'avantage aussi quand même qui est assez gros, c'est que vu que nous, néo-locaux, sont à Paris, forcément, Mm. les seules personnes qui vont venir sur place, c'est des gens qui habitent à Paris ou qui sont en Île-de-France. Parce que voilà, il y a sûrement des utilisateurs qui adorent notre application, mais ils vont pas faire 5 heures de train pour un test utilisateur. Ouais. Donc forcément, en fait, on se retrouve avec un biais de localisation qui fait qu'on va avoir que des Parisiens Ouais. en test U. Et le fait d'avoir à distance la possibilité de parler à tout le monde, voilà, d'avoir des personnes. Parce qu'à Paris, effectivement, si on travaille par exemple sur un sujet de géologue, si on a une appli avec de la géologue, on va avoir plein de résultats de recherche. Pour un Parisien, il va trouver ça super. Mais peut-être un utilisateur qui est plus en province, qui va avoir moins de résultats, il faut pas l'oublier aussi. Il faut pas oublier ces points de blocage qu'il va avoir. Du coup, ça, c'est un vrai avantage. Complètement. Après, je pense qu'on va avoir aussi tous les avantages de disponibilité. Je pense que le confinement aide beaucoup parce qu'on sait que forcément nos utilisateurs, normalement, s'ils font pas la fête de manière clandestine, ils sont chez eux. Donc ils vont être là pour répondre aux questions. Mm. Et puis, je pense qu'il y a aussi les personnalités qui sont plus timides, qui se sentent vraiment bien chez eux et qui sont un peu dans leur cocon, qui les rassure. Et voilà, il y a des personnalités qui sont, je pense, plus à l'aise de parler quand ils sont chez eux avec leur ordinateur, voilà, leur petite sphère personnelle, que dans un endroit qu'ils connaissent moins, où ils vont Puis la avoir moins de distance. exactement à la distance. Donc, Ouais. ils vont se retrouver dans un lieu qu'ils connaissent pas avec quelqu'un qu'ils viennent de rencontrer. Ouais. Donc, certaines personnes vont peut-être se sentir un peu, voilà, un peu brusquées et vont avoir un peu de mal à donner en fait tous leurs avis et toutes leurs opinions. Complètement. Voilà. Et je pense aussi un avantage qui est pas mal, et ça c'est pas forcément un test utilisateur, mais c'est en atelier. Et je sais pas si vous l'avez remarqué aussi. Moi, c'est ce que j'appelle un peu ce qu'on appelle la paresse sociale. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est le fait Mm. que voilà, que en groupe souvent il y a une ou deux personnes qui ont tendance à moins générer d'idées parce qu'ils se disent que forcément leur collègue qui connaît un peu plus, il va en sortir 12 post-it et donc Et ils les ont juste biais, à en ouais. mettre un ou deux et puis ça passera ni vu ni connu parce qu'on va tous les mettre au même endroit. Et donc, en fait, je trouve que à distance, vu qu'on passe par des logiciels comme Miro, etc., ils vont plus générer d'idées parce qu'ils vont se dire, mince, ça va se voir, si ça se trouve que j'ai mis qu'un Ouais, seul. Donc, on va avoir beaucoup plus d'idées. Donc, ça aussi, j'ai remarqué, c'est assez sympa. c'est vrai, ouais, tout à fait. Donc, du coup, tu as fait test utilisateur et Ouais, workshop à distance? exactement, ouais. J'ai pas encore testé le focus group à distance. Je sais pas ce que ça doit donner. Je suis très curieuse s'il y a des gens qui en ont fait et comment ils ont réussi à animer ça avec des utilisateurs. Mais ça va être assez intéressant aussi. Ouais, du coup, moi, j'ai réussi à faire quasiment toutes les étapes, sauf l'observation, bien sûr, à distance, Ouais, parce que ça fait 1 an, mine de rien. ça. Et Miro, là, comme vous le voyez là, ça m'a bien, bien aidé. Pour tout ce qui est workshop, franchement, c'est génial comme outil, parce que du coup, tout le monde se l'approprie assez facilement. Et du coup, ça permet de mettre des post-it, que tout le monde participe. Nous, on avait prévu pour les ateliers, en fait, plein de petites activités sous forme de frame, ou alors on les encadrait, donc l'activité 1, 2, 3, etc.,
Du coup, on pouvait mettre même un chrono. Si on le télécharge, il y a un chrono qui peut se mettre. Donc, tout le monde voit le chrono en même temps. Ça, c'est aussi vachement pratique. Et puis bon, le fait que tout le monde puisse bouger les post-it, c'est vraiment interactif, même si c'est à distance. Donc ça aide. Et je te rejoins vraiment sur ce que tu dis par rapport au fait que les gens plus stressés en réel se sentent plus détendus à distance. Je pense que c'est parce que, alors, bon, mine de rien, la cam, c'est pas forcément comme quand tu vois quelqu'un en face. C'est, je pense, plus facile quand même. Et puis, bah voilà, cette distance-là, par écran interposé, normalement, c'est toujours plus simple. Donc, je te rejoins là-dessus. Moi, les avantages que j'avais vus aussi, c'est comme tu l'as dit, la disponibilité. La disponibilité des gens, c'est beaucoup plus facile de booker. Et puis, mine de rien, ne pas avoir les temps de trajet, bah, ça augmente la plage horaire, je trouve, de manière monumentale, quoi. Donc, du coup, on avait des gens qui étaient plus difficiles d'habitude d'accès, qui se retrouvaient plus accessibles. Au niveau des inconvénients que moi j'ai vus, c'est l'observation. Du coup, on ne peut pas faire d'observation. Enfin, là, si quelqu'un a une idée de comment on fait, je veux bien, parce que moi, je n'ai pas trouvé. Donc, pas d'observation. Du coup, c'est vrai que j'ai remplacé un peu les observations par ce que tu disais, des interviews où on essaye d'approfondir vraiment en posant des questions sans être trop lourd. Donc là, c'est pareil. Et par contre, les interviews à distance, il y a pas mal d'avantages. Enfin, moi, je trouve, parce que toujours le fait que les gens soient plus à l'aise, ça aide, je trouve, à libérer la parole. Et puis, moi, j'ai utilisé au niveau tips, astuces. Alors, je l'utilise déjà en atelier, en workshop. C'est les cartes du Dixit. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, mais franchement, c'est top. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait une version, il y avait une version gratuite où il y a quelques cartes du Dixit. Et du coup, je m'en suis servie pour mes ateliers. Donc, je les ai mises sur Miro. Et c'est pareil, les gens devaient soit répondre à une thématique en choisissant une carte, ou ils se retrouvaient avec des cartes, ils devaient expliquer qu'est-ce que ça leur, enfin, à quoi ça leur faisait penser, etc. Donc ça, c'était pas mal. C'est une bonne Et idée. après, pardon? C'est une super idée. J'avais pas pensé à ce jeu-là. Ouais, franchement, ça marche vraiment bien. Et en plus, l'avantage, c'est que t'as pas que le factuel, t'as aussi l'émotionnel qui ressort beaucoup. Et honnêtement, je trouve ça exceptionnel parce que les gens qui sont capables de te sortir avec une carte, mais enfin moi, à chaque fois, je fais waouh, quoi. Donc c'est vraiment pas mal. Et le fait qu'ils aient justement numérisé certaines de ces cartes et qu'on puisse du coup les utiliser, c'est plutôt pas mal. Ça m'évite d'avoir à numériser toutes les cartes de chez moi. Ça fait, ça fait du Et après, travail. les inconvénients, c'est la connexion. Enfin, pour moi, gros problème de connexion, si jamais il n'y a pas. Enfin, ceux qui ont des galères de connexion et qui, comme tu disais, ils habitent à la Pampa, ça devient un peu compliqué, quoi. Puis il y a les personnes qui sont pas forcément à l'aise aussi avec comment dire la technologie, le fait de voilà de par visioconférence et tout ça. Il y a voilà il y a le problème technique et il y a aussi le truc que bah les gens ils ont peut-être pas forcément l'habitude de tout ça. Donc Mm. leur expliquer voilà moi j'ai eu des moments où il fallait que je leur explique bah, est-ce que vous voyez votre onglet en haut à gauche? Alors est-ce que vous voyez Internet Explorer? Oui, alors vous cliquez dessus. Et c'est vrai que voilà il y avait des Ouais. moments où voilà, il fallait beaucoup les accompagner, mais ça fait partie aussi du jeu. Euh, mais je trouve que en soi, une grande majeure, enfin beaucoup de méthodologies, c'est complètement possible à distance. C'est juste que ça nous force en fait à compenser le côté comportemental, le côté attitude par plus de questions, plus d'accompagnement et beaucoup plus de concentration. Mais en soi, Ouais. pour moi, c'est tout à fait possible. Et je trouve que le truc aussi principal à retenir, c'est que cette période en soi, c'est une opportunité pour nous, en fait, de repenser complètement notre méthode de travail. C'est-à-dire que on a aussi, parfois, on a tendance à faire un peu les mêmes méthodologies. Et là, on s'est tous obligés, je pense, à revoir complètement notre façon de travailler, à revoir complètement notre façon de, voilà, d'aborder les utilisateurs. Et je trouve Ouais. que c'est une bonne opportunité, en fait, pour chacun de nous, de réfléchir à ce qu'on fait au jour le jour. Et je pense que ça va être vraiment utile pour la profession, Et cette période-là. d'être encore plus organisé, comme dit Nathalie.
Je suis d'accord avec Simon sur le fait que c'est bien une demi-journée maximum d'atelier parce que autrement, enfin moi j'ai fait une demi-journée et à la fin j'avais juste envie de faire une sieste. Donc voilà. Ça. Et pour les tests utilisateurs, tu disais que toi c'était eux, enfin qui avaient l'écran. Alors moi j'ai pas utilisé cette méthode-là. Du coup, il faudra qu'on compare parce que moi du coup j'avais mon écran, je partageais mon écran. Donc Mhm. j'ai pas testé d'appli mobile, j'ai testé que des applis web. Donc Ok. ça aide. Du coup, je partageais mon écran et en fait, je leur lisais le scénario et je leur demandais où est-ce que vous cliqueriez, etc. Et Mhm. puis du coup, alors j'avais pas les interactions en direct, mais ils me disaient, enfin par exemple, je sais qu'à un moment donné, ah bah j'aurais bien cliqué sur ce truc-là qui est en haut à droite, qui ressemble à un machin, et en fait le truc était pas cliquable par exemple. Donc Mhm. je leur dis bon bah je le fais, regardez, hop j'ai cliqué, bon bah il se passe rien, du coup qu'est-ce que vous faites, etc. Donc c'est moi qui avais l'écran, c'est moi qui avais le contrôle de l'écran. Et du coup, toutes les actions qu'ils faisaient étaient obligées de passer par moi, Mhm. qui permettait de me rendre compte des problématiques de là où ils auraient cliqué qui n'étaient pas bons, quoi. Donc moi, j'ai utilisé cette partie-là, faut voir. Mais c'est vrai que c'est chaud et puis c'est surtout que bah, du coup, ça devient long et potentiellement c'est frustrant pour les utilisateurs parce que finalement ils se disent ah non attends j'ai envie de cliquer là et puis cliquer là et puis cliquer là. Heureusement je travaille pas avec des enfants. Mais du coup ouais ça peut être un peu frustrant pour les utilisateurs donc faut adapter c'est sûr. Après, l'avantage, effectivement, c'est que tu as l'étape par étape. C'est-à-dire que tu peux pas louper une action ou quelque chose. C'est que vraiment, tu as le chemin à chaque fois, vraiment Exactement. de étape par étape, donc tu peux pas louper, quoi. Ça, c'est bien aussi, Et ouais. j'ai pas mal le cheminement de pensée du coup. C'est ça. Parce que je vois où c'est qu'ils auraient cliqué. Puis en plus, en général, le fait de me dire où c'est qu'ils doivent cliquer, ça les incite à parler. Et le fait de les inciter à parler les incite aussi à exprimer leurs pensées. Donc ils me disent ah ouais ça ressemble à ce truc-là, ouais, mais ça doit pas être ça. Enfin, et donc je pense pas que c'est le genre de truc qu'on a si jamais c'est eux qui le font en direct devant Mm. leur écran quoi. Ou alors ils le pensent mais ils l'expriment pas oralement. C'est ça. Je pense que tu as beaucoup plus de verbalisation avec cette méthode, enfin la tienne, en tout cas celle que tu fais, que si on les laisse mettre, parce que parfois il y a certaines personnes, je pense, tu leur donnes le produit et puis ça, voilà, c'est bien parce qu'ils s'emballent et du coup ils vont un peu dans tous les sens, ils vont ouvrir les burgers, tu vas ouais super, mais doucement, doucement. C'est une bonne chose, mais on va aller doucement. Simon, je j'ai pas le temps de lire, j'ai pas le temps de lire tous les messages, mais je vois que vous êtes bien motivés. Est-ce que je vous ferai pas monter sur scène pour que vous nous partagiez tout ça à l'oral? Alors moi, je suis du genre à pas laisser, pas laisser le choix. Allez, hop, invité sur scène. Il manque le roulement de tambour en fait. Hop, salut mon peu la lumière. Bonjour à tous, enchanté Bonjour. de mon convié à la discussion. C'est vrai que j'ai un peu pourri le voile du coup, mais j'ai intéressé avec vous. Donc enchanté, moi je suis senior UX designer chez Frog Design. Donc à Paris, on est une cinquantaine en France. Et là, on a été racheté par Capgemini, donc on va être près de 1200 designers, Ouais. UX, etc. Et du coup, on fait beaucoup de remote testing depuis qu'on est confiné. J'en ai fait déjà beaucoup sur BNP euh, parce que pour BNP, on déployait un outil à l'international. Donc, on avait fait des maquettes sous Axure. Donc, quand je parle d'Axure avec mes collègues, ils m'appellent Papy Ergo. Donc, enchanté, je ne sais pas s'il y a des gens qui l'utilisent parmi nous. Et Si, du coup, si, moi on leur aussi. faisait, on leur faisait tester à distance et donc ils partageaient avec l'équivalent de Teams qu'il y avait en interne. Mm. Et là, pour les testus, donc on utilise Sketch et InVision et on les partage avec nos clients, on leur demande des tâches. Donc nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on script les tâches et en gros, le client peut jouer avec le proto sur InVision. Et nous, en fait, Miro va nous servir par tâche à mettre les verbatims en fonction de si c'est Ouais. positif ou on a la couleur. Du coup, on fait notre synthèse comme ça. Donc les interviews à distance, bon, ça c'est assez facile, mais des fois on partage carrément le on navigue dans Miro pour partager les différents questionnaires et du coup il voit les notes qu'on pose et ça lui permet des fois
réagir dessus. Et un petit peu comme quand tu fais de la reformulation de l'interview pour valider que tu as bien compris. C'est intéressant de voir aussi que tu as ces retours-là. Ça te permet de mettre aussi, chez Frog, on utilise aussi en interview. Ah, je suis fatigué, j'ai oublié le mot. En gros, tu illustres un concept pour les aider à savoir ce qu'il en a et à réagir. Tu peux imaginer une solution. Tu peux l'aider aussi à les prioriser. Et après, en testu, j'ai un collègue qui a utilisé pour un client Maze. Et du coup, Maze, tu as carrément des scripts pour réaliser une action. Donc, tu as 3-4 tâches à réaliser qui te font passer par des écrans. Et du coup, tu peux faire carrément du quanti pour voir est-ce que les choses sont réalisées. Tu as carrément des heatmaps pour voir où les gens cliquent. Donc, je ne l'ai pas utilisé, mais ils nous ont fait un retour et c'était pas mal du tout. Et après, moi, je suis du monde de l'ergonomie. J'ai fait une école d'ingénieur en facteur humain à Bordeaux. Et, à l'ENSC. Ouais, c'est ça. Coucou. Manon et moi, on vient de l'ENSC. C'est ça. Il faudrait participer un peu plus à la code, désolé. Donc, je suis de la promo 2008, un petit papy. Et du coup, ouais, on faisait les design research chez Frog. Tu reprends vraiment tes interviews et tu mets tous les post-it et les verbatims de ton client qui sont pertinents. Et après, tu sors des différentes questions, tu reprends vraiment tout ton cluster et tu essaies de recréer des clusters, donc faire du lien entre les différentes questions pour faire émerger des insights. Et donc ça, on le faisait vraiment avec des post-it dans des salles et aujourd'hui, on le fait sur Miro. Donc c'est pas mal pour ressortir tes différents clusters et faire émerger des idées et des apprentissages qui sortent de la boîte de tes questions, en fait. Du coup, si tu devais donner les plus gros avantages et les plus gros inconvénients de l'UX à distance. Les plus gros avantages et les plus gros inconvénients. C'est 19 heures. Faut que Ceux qui viennent en tête. Les avantages, ça te force à être rigoureux et à penser à tout. Comme tu disais aussi, quand tu es en atelier, les clients, ça les amuse de les utiliser. Et puis aussi, en termes d'image, tu as un effet waouh. Voilà, on a carrément des clients qui nous ont cités sur LinkedIn pour dire bravo à vous d'avoir animé des ateliers de créativité. C'est top. Donc, il y a un aspect qui va s'en aller, mais qui en termes d'image pour ta boîte, mais ils arrivent à s'adapter et à aller dans le monde de demain et à onboarder tout le monde. Par contre, c'est beaucoup de rigueur. Chaque exercice t'explique ce que c'est, quels sont les objectifs. Faut aussi que tu fasses ton teammate setting pour faire des petits jeux de prise en main. T'en as qui n'arrivent pas à dézoomer, t'en as qui n'arrivent pas à sélectionner. Donc, tu as vraiment ce gros travail d'onboarding, mais il faut que ça soit d'une manière fun, quoi. C'est très intéressant ce que tu disais aussi. Tu disais, les personnes, des fois, elles se disent, c'est pas moi qui vais faire du post-it, je vais laisser faire les autres. Et du coup, tu peux les responsabiliser. Nous, on a fait un premier atelier chez Schneider, chez nos clients. Et à la base, on avait tous des clients, des post-it jaunes. Donc, ils ont fait leur post-it. Et quand on a dit, qui écrit ça? Non, donc on était... Franchement, c'était difficile comme atelier. Et le deuxième, on a fait un premier climate setter où chacun devait choisir sa couleur de post-it. Et après, on leur a dit, on va expliquer non plus votre post-it. Et du coup, tu peux encore plus les responsabiliser. Et ce qui est top aussi, dans Miro, tu as la votation. Quoi, tu votes pour les choses. Et là où avant, tu pouvais coller une gommette et du coup, tu avais un gros biais que tout le monde mettait les gommettes. Là, dans le vote, tu peux faire ça de manière anonyme et il n'y a qu'à la fin où tu vois où le vote a été fait. Donc ça, c'est super cool aussi pour éviter des biais de confirmation. Alors là, tu m'apprends quelque chose parce que moi, j'avais fait... Alors, on va me trouver nulle, mais j'avais fait des petites gommettes de couleur avec le prénom de la personne à côté. Mais si tu cliques sur les 3 petits points là, tu vas voir vote. Le vote, je après, regarde ça dès demain. Tu peux choisir ta zone et ensuite, si tu veux voter pour des éléments, des post-it et tout, tu peux mettre un timer. Non, en gros, il faudrait passer 2 jours parce qu'il y a tellement de gens qui ont créé des templates et des choses comme ça. Ouais. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le truc d'anonymiser les votes.
Parce que moi, j'avais remarqué ça aussi en présentiel, entre guillemets, quand on a des ateliers et qu'il y a toujours un ou deux managers dans le groupe. Et parfois, tu sens qu'ils se regardent un peu tous avant de mettre la gommette sur un post-it. Et tu sens qu'il y a quand même une hiérarchie, voilà, où tu sens quand même qu'il y a un truc qui se passe entre les deux parce que c'est son manager. Et le fait que ce soit complètement anonyme, que chacun soit derrière son bureau, il n'a pas son manager en face de lui, je trouve que voilà, les gens, encore une fois, ils sont beaucoup plus détendus pour donner vraiment leur avis. Et ça, c'est top, quoi. C'est quelque chose qu'on retrouve pas, en fait, en face à face. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que la plupart de nos ateliers, on ne se voyait pas trop, où tu imprimais soit une empathic map, soit un business model Canva, etc. Et que là, en gros, on peut se passer les expériences map de Miro. Donc, on a créé des boards avec des assets. Donc, tu as un asset avec les jeux pour faire un teammate setter, un asset pour dire comment tu peux prioriser des features. Et du coup, ça permet aussi pas mal de capitalisation des connaissances. Du coup, ce qui est bien, c'est que, en fait, le fait d'être à distance, alors certes, ça crée des biais, le fait qu'on n'ait pas la personne en face à face, qu'on ne puisse pas voir ses réactions, etc. Mais ça en enlève aussi, quoi. Ça enlève du coup tout ce qui est biais de stress, de personnes pas à l'aise, et comme tu disais, par rapport à la réaction au manager, et toujours cette problématique de hiérarchie en présence, etc. Il y a Pauline qui demande de ne pas voir les réactions non verbales des utilisateurs. Si, c'est clair. Après, sur Teams, tu peux leur demander d'activer la caméra et toi, essayer d'avoir deux écrans pour mettre sa tête en gros sur le second écran. Bon, après, faire le Miro et regarder la tête en même temps, c'est chaud quand même. C'est ça, c'est clair. Et ouais, mais après, je crois qu'il y a d'autres outils, mais que je n'ai pas utilisés, comme Loopback ou des choses comme ça, où tu peux enregistrer et l'audio et le visage. Oui. Loopback, je crois qu'il permet ça. Loopback permet de faire à la fois la capture du visage plus l'écran. Ça, c'est top. Ah oui, ouais, clairement. Mais après, moi, ce que j'ai remarqué qui était pas mal, c'est que du coup, ils s'exprimaient, je trouve, beaucoup plus. Le fait d'être à distance comme ça les forçait à s'exprimer beaucoup plus. Et du coup, ils réfléchissaient à voix haute. Et ça, c'est des choses que des fois, je ne retrouve pas, que je retrouve pas en face à face, quoi. Ça, et je pense qu'en fait, parfois, il y a certaines personnes qui se sentent un peu bêtes de verbaliser quand il y a quelqu'un qui est physiquement à côté d'eux. Et je pense que du coup, le fait d'être seul chez soi, en fait, je pense que ça permet, justement, ce que tu viens de dire, de verbaliser beaucoup plus que quelqu'un qui est à côté en train de, voilà, de les regarder. Et ça, c'est vrai que c'est top, quoi. Et on a plus d'idées, enfin, il y a plus de feedback, il y a plus d'infos et plus d'idées, quoi. Après, ce que tu peux faire, c'est essayer de remettre un climat en utilisant des visuels. C'est-à-dire qu'on a mis une petite salle d'attente avec des faux cafés, des croissants, et tu peux le choper avec la souris. Et quand tu regardes le training de Miro, tu te rends compte qu'ils ont carrément fait des fausses salles avec des personnages, avec un bureau. Et, après, il faut le temps de le faire, mais donc on avait fait notre design research, justement parce que quand tu es dans une salle, tu as une mémoire spatiale pour savoir où sont tes post-it et tes clusters. Donc on avait mis une fausse plante, on avait mis un faux chien, on avait mis un frigo, tu vois, histoire de se retrouver un peu comme ça. Nous, ce qui marche pas mal, c'est en icebreaker pour quand les gens se connaissent pas, etc. C'est justement de tourner, leur demander de tourner le PC et de nous présenter la pièce dans laquelle ils sont. Et ça fait rentrer chez la personne, etc. Et puis c'est plus facile pour la personne parce que du coup, c'est en distanciel quand même. Et du coup, moi, j'ai eu des anecdotes vraiment trop drôles, quoi. Il y a quelqu'un qui était dans sa cuisine et qui dit je suis désolée, mais en fait, il y a mes enfants qui dorment et du coup, je peux pas faire autrement. Je suis dans la cuisine et tout. Et du coup, vous voyez là-bas, j'ai vu le gâteau au chocolat ce matin. Enfin, voilà, moi, j'ai trouvé ça génial. Et en icebreaker, ça marche plutôt pas mal. Mais est-ce que vous les prévenez avant que vous allez leur demander de regarder la pièce? Parce que moi, je pense que si on me prend par surprise, je pense qu'il y a certaines pièces de chez moi qui sont pas très bien rangées. Donc, si on me dit d'un coup de regarder autour de moi. Après, ils peuvent juste tourner vite fait et dire je suis dans mon bureau. Il y a Julien qui voulait monter sur scène. Donc, Julien, hop, je t'invite à monter sur scène. Tac. Donc, après, je crois qu'on aura atteint le maximum du coup pour que quelqu'un d'autre puisse monter sur scène. Tu peux me faire sortir. Tu peux me faire sortir. Je ne serai pas vexé. Julien, nous entends-tu?
Il y a beaucoup de monde de connectés. On sait combien. Nous, on ne le voit pas. Vous savez. On est 35. Okay. Ah, Julien, ça marche pas? Est-ce que Julien est là? Il y a Adeline qui demande pour un test d'application, est-ce que Lookback impose à l'utilisateur de télécharger une application ou de créer un compte? Je ne vais pas utiliser. Il me semble que c'est une extension. En tout cas, il y a quelque chose à faire de leur côté, à installer, parce que comme il faut donner accès en fait à l'écran, il me semble qu'il y a une petite extension à mettre. Je suis pas certaine, mais je sais qu'il y a une action à faire du côté de l'utilisateur. Ah, Julien a une grosse connexion qui a l'air hyper rapide en fibre parce que ça charge. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Ok. J'en profite, il y a une petite pause. Voilà, si jamais vous avez des questions ou si vous voulez aussi contribuer au Miro, faut pas hésiter. J'ai notamment mis voilà des petites questions. Si jamais vous avez utilisé des outils, n'hésitez pas. Voilà, l'idée c'est d'avoir quelque chose d'assez collaboratif. Et puis à la fin, on vous le partagera. Donc c'est pas mal d'avoir aussi les retours de tout le monde. C'est ça, à la fin, le Miro, on peut l'exporter en PDF et du coup, ça sera le retour que vous aurez de cette petite table ronde. Bon, je crois que la connexion de Julien n'a pas l'air de vouloir laisser. Est-ce que Lorraine et Simon, je peux vous demander de descendre de scène? Peut-être que ça améliorera la connexion. Ouais, c'est ce que je te proposais, mais je ne sais pas comment on fait. Alors, je peux vous virer, je crois. Allez, vas-y, fais-le sans remords, tu peux nous virer. Merci pour la. Si vous voulez revenir, vous nous dites. Hein. Ça marche, salut. Hop. Normalement, c'est bon. Julien nous dit voilà pourquoi j'utilise Zoom. Ouais, c'est bon. C'est bon, Angie, c'est ce que j'ai fait. Est-ce que quelqu'un d'autre veut, pendant que ça charge chez Julien, est-ce que quelqu'un d'autre veut nous partager son expérience de l'UX en 100% télétravail? Je crois que tu avais fait un sondage dans les personnes qui ont répondu oui sur le fait d'avoir pratiqué l'UX à distance. Ah, pas de souci, Julien. Hop. J'ai cru avoir entendu quelqu'un, mais non. Non, je crois qu'on est toujours toutes les deux. Est-ce qu'on peut voir dans le sondage qui a répondu oui? Pour que je sache. Ok, donc Julien revient. Du coup, personne d'autre a envie de nous partager son expérience? N'hésitez pas. Justement, on disait que c'est plus facile de prendre la parole quand on est par écran interposé. Et toi, du coup, Manon, pendant que j'en profite, donc l'UX en télétravail? Écoute, moi, en fait, je n'ai pas pratiqué beaucoup l'UX en télétravail. Moi, j'ai une façon un petit peu particulière de travailler puisque je suis la seule UX, entre guillemets, dans mon entreprise. Donc, du coup, j'utilise pas trop d'outils collaboratifs parce que je fais quasiment tout toute seule. Alléluia. Et super, Julien. Je sais pas si je vais activer la caméra parce que là, ça va tout faire. On préserve le plus vidéo. Vive l'écologie, quoi. Et oui, et du coup, au final, en fait, les ateliers, les rares ateliers que j'ai pu faire depuis la crise, je les ai fait en présentiel puisque c'était à chaque fois avec 4 ou 5 personnes et c'était des gens qui étaient sur place. Donc, du coup, finalement, là, je commence à entreprendre en fait une démarche un peu en télétravail où je fais des entretiens à distance, mais j'ai pas vraiment expérimenté. Donc, c'est pour ça que justement, ça m'intéresse pas mal comme sujet parce que ça va pouvoir me permettre d'avoir déjà des tips et des bonnes pratiques. Ah, je crois qu'on a perdu Julien. Il est revenu. C'est bon. Non, il a mis la caméra. Il tente. Il est audacieux. Ouais. Mais je crois reconnaître des gens là dans le chat. Bonsoir du à coup, tous. Julien, on t'écoute alors. Voilà, en fait,
En fait, bah, moi, je voulais vous expliquer un petit peu mon quotidien depuis 1 an, depuis qu'on a ce Covid. Je travaille en fait pour la société Design Sprint à Lausanne. Donc nous, ben, avant Covid, on intervenait donc en physique dans les entreprises. Donc nous, l'idée, c'est vraiment de mener ces workshops d'innovation là qui durent 5 jours. Donc là, jusqu'à présent, on intervenait en Suisse et en France, voire aussi en Belgique. Mm. Donc notre quotidien, c'était vraiment de découvrir à chaque fois un lieu différent, une culture d'entreprise différente, une cafétéria différente aussi pour les entreprises qui en disposent. Donc c'était cool de pouvoir voir les gens. Et bon voilà, à l'époque, on le menait avec des post-it, avec du papier, etc. Et puis en mars dernier, bah, tous les sprints qui étaient programmés, ils sont tombés à l'eau. Du coup, bah, la grosse remise en question et on s'est dit, bah, c'est quoi l'avenir du design sprint si on peut plus le mener comme ça dans les entreprises. Donc du coup, avec mon collègue Stéphane Cruchon et Jake, peut-être que vous connaissez, qui est l'auteur de ce petit succès, quoi. En étant à Lausanne, je peux connaître. Voilà. Du coup, bah, on s'est remis un peu en question et c'est la raison pour laquelle on a décidé de créer ce template pour le design sprint que vous pouvez utiliser maintenant sur Miro et sur Mural, qui est officiel, qui est gratuit. Et du coup, voilà, notre vie a changé du tout au tout puisque maintenant, on mène des design sprints partout dans le monde. Donc, ça nous a ouvert pas mal de portes puisqu'avant, en fait, on travaillait avec des entreprises plutôt européenne. Et puis maintenant, bah, on est capable vraiment d'amener cette solution un peu partout dans le monde et d'aligner des gens qui travaillent des fois pour des ONG et qui sont vraiment dispatchés partout. On avait des gens des fois au Brésil, des gens aux Émirats, des gens en Europe et il faut arriver à caler le bon fuseau. Mais voilà, la méthodologie fonctionne maintenant. Et ce qui est cool, c'est que grâce à ce template, eh ben, on n'utilise plus de post-it, donc tout reste. Les gens peuvent revenir ultérieurement sur cette semaine, sur l'expérience, parce qu'il y a des choses qu'il faut prioriser pendant le sprint. On ne peut pas tout prototyper. Et du coup, il y a des fois des gens qui reviennent quelques semaines plus tard pour revoir notamment cet exercice des Home My Tree où on essaie de faire ressortir voilà, les opportunités. Donc c'est vraiment cool. Et voilà pour mon expérience. Donc c'est aussi, on va dire, un changement de rythme parce que tenir une équipe pendant 5 jours, c'est aussi vachement intense. Faut arriver à garder du rythme. Mais justement, en fait, le template est assez bien fait. Si vous l'utilisez un jour, vous verrez qu'on a essayé de timeboxer chaque exercice. Donc, pour que ça fasse des journées assez remplies, mais pas des journées où on commence à 8 heures et on termine à 20 heures. Non, il faut quand même laisser respirer les gens, d'autant plus qu'ils ont quand même des choses à faire en dehors du boulot, donc traiter des emails. Donc, on a des horaires assez aménagés où on commence généralement aux alentours de 9h30 et on termine vers 4h30. Et ça fait déjà des bonnes journées avec 1 heure de pause. Voilà. Et Adeline a testé effectivement la masterclass chez nous. Donc, voilà. Et comme elle travaille chez Somfy, on est amené régulièrement à les aider. Et maintenant, en fait, ils sont assez friands parce que bah, ils ont des départements un peu dispatchés partout en France. Et du coup, le fait d'amener cette méthode à distance, ça permet d'intégrer la plupart des équipes et de ne pas avoir à les faire déplacer hôtel, avion, déplacement, tout ça. Ouais, donc ça me fait à Annecy, là, du coup, pour Adeline, je crois, il me semble. Oui, Annecy, Cluse. Et puis, voilà, il y a aussi... on a eu l'opportunité de travailler aussi avec une partie de leur équipe en Italie. Donc, voilà. Et effectivement, comme tu disais, sur les petits tips qu'on peut donner, c'est vraiment bien marquer les temps de pause. Enfin, time-boxer déjà tous les exercices et marquer... Enfin, moi, je mettais des énormes post-it en plein milieu parce qu'en fait, je faisais de gauche à droite les exercices. Et en plein milieu, je mettais un truc pause pour dire aux gens, bon, vous n'oubliez pas, on va faire une pause. Et je faisais le premier rectangle que je faisais, en général, c'était le déroulé de la matinée. En général, on faisait ça sur une matinée et de bien marquer les pauses dedans.
ça motive un peu plus les gens, je pense. Ouais, tout à fait. Et puis nous, alors de notre côté, en fait, on utilise, alors ça dépend, mais majoritairement, on utilise plutôt Mural. Parce qu'en fait, Mural avait un coup d'avance sur Miro. Maintenant, Miro est revenu dans la course, mais au début, Miro ne proposait pas les votes. Donc, Ah, ok. en termes de facilitation, c'était super important de pouvoir avoir des votes et surtout de pouvoir conserver les votes, si on veut y revenir ultérieurement, de pouvoir anonymiser les votes. Et après, voilà, de temps en temps, on a des petits problèmes de sécurité en fonction des entreprises et on passe sur Miro. Comme on a le template qui est disponible sur les deux. Il est aussi disponible sur InVision Freehand, si vous l'utilisez. Il y a InVision, en fait, qui a, je ne sais pas si vous utilisez InVision, mais en tout cas, il y a un petit outil qui s'appelle InVision Freehand. Et du coup, il y a un certain nombre de templates qui sont disponibles, dont celui du Design Sprint. Et voilà, c'est un peu le même principe, c'est moins performant que les outils comme Mural et Miro, mais pour expliquer des choses, c'est pas mal. Et Et du coup, oui. quels sont les inconvénients que tu as vus sur ce design sprint en télétravail? Alors, aucun. Aucun, Ça, parce c'est qu'en bien fait, ça. aucun, non, en fait, aucun, je dirais. Hum, non, en fait, il y a une partie en fait du design sprint qui est la partie où les gens proposent leur solution. Mhm. Et c'est une partie en fait où les gens travaillent de façon individuelle. Donc là, on leur demande quand même de prendre une feuille de papier, d'utiliser des post-it. C'est quelque chose en fait qu'ils font en dehors de la board Mural Mural ou Ouais. Miro. Et du coup, à l'issue de cette partie-là, ils nous prennent en photo leur solution, puis ils nous l'envoient par email, et puis nous, après, on l'intègre sur la board, et puis après, le lendemain, tout le monde découvre. On essaye de les cacher parce qu'il y en a, Ah, sympa, ouais. voilà, donc on les cache, et puis ensuite, le jeudi, pardon, le mercredi, on enlève les caches, tout le monde découvre, et puis après, bah, les gens ils viennent mettre des petites pastilles pour voter sur les éléments les plus intéressants. Bon, je suis pas la seule Quand- à faire des pastilles, ça me rassure. ouais, ou des gommettes, ou je sais pas comment on les appelle, mais du coup, avec ce retour d'expérience, parce qu'on a commencé en mars, depuis mars, on a dû donner, sans blaguer, on a dû donner à peu près 30 design sprints. Donc c'est énorme en fait. On fait quasiment que ça. C'est notre spécialité. On donne aussi des masterclass. On donne aussi maintenant des cours dans les écoles pour initier au design sprint. En fait, la plus grosse difficulté, en fait, un design sprint, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'un design sprint, ça implique beaucoup les gens. Donc, les gens, généralement, ils arrivent avec une bonne énergie. Ils ont été choisis pour participer au design sprint. Donc, on sait que généralement, on va passer une semaine avec des gens qui sont super motivés, qui ont envie de faire avancer les choses. C'est souvent comment dire, des projets sur lesquels ils vont travailler. Donc, ils sont super contents d'être intégrés dès le départ. Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves même en étant à distance? Ah ouais, complètement, complètement. Ouais. Franchement, je retrouve vraiment la même énergie. Euh, et puis, il y a toujours un temps d'adaptation parce que dans un groupe, il y a des gens enfin, ils ont tous des niveaux un peu, c'est assez hétérogène. Il y a des gens qui sont très geeks, qui comprennent de suite comment fonctionne l'outil. Puis il y en a toujours un qu'il faut aider pendant la semaine. Mais globalement, nous, quand on commence notre workshop le lundi, on a un petit exercice qui dure 20 minutes où on leur demande en fait, ça peut paraître basique, mais on leur demande en fait donc c'est une board à part et on leur demande de se présenter. Donc ils doivent mettre une photo, ils doivent coller leur profil LinkedIn, comme ça en fait puis on peut se connecter aussi ultérieurement. Ils doivent mettre un défaut, une qualité, un groupe de musique, etc. Enfin, en fait, ils doivent déjà jouer avec les éléments de l'outil pour Ouais. commencer gentiment à le prendre en main. À Euh, s'auto-former, ouais. voilà, donc ils doivent uploader une photo d'eux, donc des fois ils vont avoir besoin de le faire, ils doivent utiliser quelques post-it, ils comprennent voilà, qu'ils peuvent changer les couleurs, etc. Et en fait, en l'espace de 20 minutes, généralement les gens, ils en profitent à ce moment-là pour poser des questions sur l'outil, s'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Et en fait, on les onboard de cette manière-là, et puis après, ils se présentent
Donc, on leur met le timer. Donc, voilà, en fait, en l'espace de 20 minutes, on a fait un peu le tour de l'outil. Et s'ils sont capables de faire ça, ils seront capables de suivre pour le reste de la semaine. Ouais. Nous, ce qu'on faisait, parce que tu disais que du coup, tu avais des boards différents. Moi, ce que je faisais, c'est que Miro, ça peut être tellement grand quand tu dézoomes que du coup, on leur allouait des espaces différents dans le Miro, dans le board lui-même. Alors, ça, en fait, on avait dans Mural, c'est pas mal. En fait, il y a sur le côté, il y a un panneau qui s'appelle la outline et qui permet en fait de cacher des sections. Donc, en fait, nous, par exemple, le lundi, bah, en fait, on va afficher que le lundi parce qu'en fait, notre board, elle fait lundi, mardi, mercredi jusqu'à vendredi, en fait. Et donc, du coup, la board, elle est énorme, hein. Et au début, bah, voilà, des retours qu'on a pu avoir, c'est waouh, c'est fou tout ce qu'il y a. Et du coup, on cache en fait mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et puis, au fur et à mesure, on peut afficher les exercices au coup par coup, ce qui fait que ça reste assez lisible. Mais tu peux le faire aussi dans Miro. Ouais, je pense, hein, j'imagine, c'est clair. C'est testé. Donc voilà pour mon expérience. Après, bah, la contrepartie, c'est que on n'a plus l'interaction qu'on avait avant. En tout cas, le fait d'avoir enfin, je ressens l'énergie, mais c'est pas palpable en fait, quoi. Tu vois, c'est pas comme avant où à un moment donné, on allait se prendre un café ensemble. Il y avait les pots au chocolat. Enfin voilà, c'est différent, mais c'est peut-être un peu moins convivial. Donc, une fois que tout ça… Alors, on a fait des sprints hybrides. Ah oui, j'ai oublié de vous en parler, mais en fait, au mois de septembre dernier, quand il y a eu, on va dire, enfin, ça a été un peu en dents de scie, hein. On a eu un petit un entre-deux avec ce déconfinement. Ça nous a permis de tester en fait un sprint hybride où en fait, on n'a pas utilisé… On a vu les gens en présentiel. Donc, en fait, là, chez Design Sprint, on a passé un deal avec un lieu qui est assez exceptionnel en Suisse qui s'appelle Whitepod. Donc, c'est un hôtel à la base. C'est des espèces de bulles, en fait, où vous pouvez dormir en regardant les étoiles. Enfin, c'est assez ouf. C'est en montagne. Et du coup, on trouvait intéressant pour les entreprises, si elles le souhaitaient, c'est d'emmener leurs équipes dans cet endroit et de mener le workshop à la montagne. Donc, on peut le faire en été, on peut le faire en hiver. Et puis, du coup, il y a une journée, le jeudi, où les designers ils prototypent. Le reste de l'équipe, ils en profitent pour faire du parapente ou faire d'autres activités. Bref, ça lie l'utile à l'agréable. Et du coup, cette fois-ci, on a décidé d'expérimenter le design sprint en hybride où du coup, les gens portaient un masque et ils étaient tous avec leur ordinateur, mais dans la même salle. Et donc, en utilisant notre board Miro ou Mural, ça leur permettait de directement saisir leurs infos sur le board. Alors après, il y a des activités qu'on a pu faire dehors, parce qu'en extérieur, on a pu scotcher leur planche de solution. Donc ça, c'est un exercice qu'on a pu faire à l'extérieur. Mais du coup, c'était quand même vachement agréable de pouvoir retrouver les gens. Ouais, c'est ça. Donc s'il y avait vraiment un inconvénient, je dirais que c'est de rester chez soi et de ne pas avoir ce contact. Voilà. Mais ça n'empêche pas, je pense que vraiment, ayant connu les deux, honnêtement, le résultat est, j'ai presque envie de dire, encore plus spectaculaire en remote. Et ça a l'avantage en fait de pouvoir conserver toutes ces traces, tout le travail qui est effectué et de pouvoir le montrer. Parce que des fois, en fait, dans l'équipe, il n'y a pas forcément des décisionnaires, des managers, des gens qui sont au-dessus de nous. Puis ils se demandent si on n'a pas glandé pendant une semaine. Et puis là, c'est l'occasion de leur montrer qu'il y a eu du travail et de leur montrer aussi le cheminement. Et puis ça peut aussi permettre derrière de pouvoir débloquer des budgets pour aller plus loin, d'avoir un peu plus de crédibilité, de légitimité. Oui, puis c'est bien parce que tu conserves tout. C'est vrai que nous, pareil pour les workshops, tu conserves tout et du coup, tu as le cheminement de pensée au fur et à mesure. C'est vachement pratique, quoi.
exactement. Et tu Et n'es pas puis, obligé de mettre plusieurs murs ou de prendre tes photos au fur et à mesure. exactement. Et puis aussi, quelque chose qui est pas mal, c'est que des fois, on se retrouve dans des situations où, bon, maintenant, Stéphane, il a presque, enfin, il a plus de 120 design sprints dans les jambes, donc il maîtrise quand même bien son sujet. Et des fois, il voit la direction que c'est en train de prendre. Et à un moment donné, c'est notamment le lundi, hein, où il y a quand même cette journée de compréhension. Eh bien, des fois, il switch avec un autre exercice et il vient mettre un canvas un peu différent, par exemple pour la partie map, où il faut Mhm. prioriser. Et du coup, bah, en remote, c'est facile parce qu'on a déjà des bouts d'exercices qui sont tout faits et on peut les intégrer facilement. Ouais, Et s'il c'est ce fallait que le faire en j'allais dire. physique, bah, ça, c'est complexe, quoi. Ouais. Et pour répondre à Pauline qui disait les pauses café et les bonbons, alors nous, on a fait un truc qui a fait beaucoup rire j'allais dire nos téléspectateurs, mais c'était pas vraiment ça, c'était nos participants. C'était que justement pour la pause, on a quelqu'un qui nous a dit ah bah là, c'est vrai que j'avoue que j'aurais bien bu un café avec un pain au chocolat. Nous on dit pain au chocolat, pardon les autres. Et du coup, mon chef qui était avec moi sur cet atelier-là, il a mis une grosse photo de pain au chocolat en plein milieu du bord de Miro avec une tasse de café à côté. Et mine de rien, ça détend l'ambiance aussi et ça a pas mal aidé. Ah oui, il y a un autre truc aussi dont je voulais vous parler, c'est que nous, on stream aussi de la musique. En fait, Ah ouais. via Zoom, vous avez la possibilité de partager le son de votre écran et du coup, nous, on a une playlist sur Spotify Design Sprint et du coup, bah, ça permet, quand il y a des exercices, d'avoir une musique en fond et on se sent moins seul. Ouais. Et, et après, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport aux tests utilisateurs, alors nous, pour le coup, on stream les tests utilisateurs, puisqu'en fait, le vendredi, quand donc on accueille nos testeurs, en fait, l'idée, c'est que sur Zoom, il n'y ait que les personnes qui vont, faciliter le test, qui mènent les tests. Et l'idée, c'est que on met à disposition un lien sur Vimeo où le reste de l'équipe peut visionner en live en fait les tests et du coup annoter directement sur la board murale Ouais. bah, les ressentis des testeurs. Pratique, ouais. Et ça, c'est bien parce que avant, on utilisait Lookback. Et là, on le fait par l'intermédiaire d'un logiciel de streaming qui s'appelle OBS. Et après, derrière, en fait, c'est streamé sur Vimeo. Et ce qui est cool, c'est que du coup, c'est directement enregistré sur Vimeo. Et si toute l'équipe n'est pas là à ce moment-là, elle peut revisionner les tests. Tu as Pauline qui te demande si la musique, ça déconcentrait pas certaines personnes. Alors pour le coup, alors on a eu là dans le dernier sprint que j'ai fait la semaine dernière, on a eu quelqu'un qui nous a dit qu'il était perturbé par la musique. C'était quelqu'un qui était réfractaire, mais pour le coup, les gens nous demandent plutôt où c'est qu'on peut trouver la playlist. Donc je pense que c'est Donc plutôt sympa. c'est des musiques qui ont été choisies, on va dire, c'est des musiques calmes, hein, c'est pour travailler, quoi. Et est-ce que cette idée de musique vous est venue parce qu'on était en télétravail ou est-ce que vous l'aviez déjà en présentiel? On l'avait déjà en présentiel, ouais. Il y avait on avait toujours un boomer, enfin, genre un JBL, un truc Bluetooth où on mettait la musique. Alors, on le met pas tout le temps, hein, on le met uniquement quand les gens ils travaillent individuellement, Ouais, généralement. Voilà, ça fait vraiment. Ça fait pas comme s'il y avait un gros silence. ouais, Puis ça pesant. ouais, c'est clair. Les gens, ils ont besoin quand même d'avoir des bruits extérieurs. Quand ils sont tous en train de se concentrer. On leur demande aussi, en fait, ça permet aussi que les gens ne parlent pas en même temps. Parce que des fois, on se retrouve dans des équipes où les gens, ils veulent tout le temps parler. Puis on leur dit non, non, mais vous faites l'exercice, c'est en silence, on vous met un peu de musique. Puis en fait, la musique, ça meuble, en fait. Ouais, ok. Eh bien, écoutez, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Si quelqu'un a d'autres avantages ou inconvénients de cette UX en télétravail, dites-nous. Et autrement, donc le Miro, vous avez le lien tout en haut de la conversation si je ne me trompe pas. Et puis de toutes les façons, on va l'exporter en PDF et on vous l'enverra. Et sachant que cette table ronde est enregistrée.
Donc, vous pourrez la revoir si jamais on vous manque. Merci pour l'invitation, en tout cas. Eh ben, merci à tous d'avoir participé. Honnêtement, c'était super chouette. Et merci de tous vos retours parce que je crois que Manon a bien bossé. Donc voilà, donc vous aurez le Miro, vous aurez le récap du Miro en PDF. Et puis, du coup, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Au revoir, merci. Au revoir Merci. à tous.